Donc on va accueillir comme orateur donc Claude Gronfier, donc Eric Mulens a déjà présenté tout à l'heure, donc qui est chargé de recherche à l'INSERM, qui est responsable de la thématique cycle veille-sommeil normal et pathologique, donc dans un gros laboratoire qui est à Lyon et avec qui j'ai la chance de travailler relativement souvent. Quand on arrive à se croiser, c'est pas toujours. Donc à toi Claude. Alors tout d'abord, j'aimerais commencer par remercier Eric et Marc pour leur invitation à cette conférence expérimentale. C'est un beau défi et je suis vraiment absolument ravi d'être là et de voir autant de participants. Alors je vais vous parler de l'horloge biologique. Vous n'entendez pas? Je vais essayer de me rapprocher. Je vais vous parler moi de l'horloge biologique. Alors vous avez sans doute déjà entendu parler de l'horloge biologique. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont entendu parler de l'horloge biologique déjà? Ah, c'est une grande majorité quand même. Ah, c'est super, c'est super. Bon, bah alors j'ai terminé. Alors, l'horloge biologique, c'est ce qu'on étudie, nous, dans le laboratoire département de chronobiologie à l'INSERM à Lyon. Et alors, je vais commencer par cette question-là. Pourquoi est-il si difficile de rester éveillé en ce moment même? Alors, je ne vais pas vous demander de répondre. Quelques pistes. Parce que je n'ai pas assez dormi, parce que je suis couche-tard, lève-tard, parce que je n'ai pas pris de petit-déj, je n'ai pas pris assez de café, parce que le siège est confortable, la température est agréable, les intervenants ont une belle voix. Bon, sûrement, c'est sûrement un peu tout ça, mais surtout, c'est la nuit. On n'est pas des animaux nocturnes, et la nuit, notre horloge biologique fait tout pour inhiber l'éveil et favoriser le sommeil. Donc en ce moment, notre horloge, elle fait tout ce qu'elle peut pour promouvoir le sommeil, et évidemment, c'est ça qui pose un problème quand on essaie d'être actif de nuit. Alors l'horloge biologique, c'est une structure qui est localisée dans le cerveau, et cette structure, alors Alain m'a donné son pointeur, je suis en train d'essayer de me demander. Donc l'horloge, elle est localisée là, dans ces deux petites structures à la base du troisième ventricule, juste au-dessus du chiasma optique. Vous savez, cette zone où se croisent les deux nerfs optiques. Et juste au-dessus de cette zone-là, eh bien, on a cette zone qu'on appelle noyau suprachiasmatique. C'est le siège de l'horloge. Ce que les scientifiques ont fait dans les années 70 à 90, ils ont enregistré chez l'animal l'activité de cette structure cérébrale. Et qu'est-ce qu'ils ont observé? Ils ont observé une activité rythmique avec une activité très élevée pendant la journée et plutôt basse pendant la nuit. Et ils ont observé cette activité, que l'animal soit exposé à la lumière ou bien que son horloge a été prélevée et qu'on enregistre l'activité des cellules cérébrales dans une boîte de culture. Et ce qu'on voit, c'est que cette activité rythmique, ça ressemble un petit peu à un ECG, un électrocardiogramme, sauf qu'au lieu d'avoir un pulse toutes les secondes, un pic toutes les secondes, on a un pic toutes les 24 heures. Et ce pic, il est à peu près toutes les 24 heures, il n'est pas exactement toutes les 24 heures. Et donc l'horloge doit être remise à l'heure, on dit resynchronisée, tous les jours, pour pouvoir rester parfaitement synchronisée avec la rotation de la Terre autour de son axe. Et la remise à l'heure de l'horloge s'effectue principalement chez le mammifère, l'homme y compris, par la lumière, et par la lumière qui passe au niveau de l'œil. C'est uniquement par la lumière au niveau de l'œil que l'horloge biologique est remise à l'heure. Et qu'est-ce qui se passe quand l'horloge est remise à l'heure? Eh bien, on voit apparaître des rythmes qui sont exprimés au bon moment. Par exemple, la mélatonine à droite, en rouge, elle est sécrétée pendant la nuit. La température est basse pendant la nuit et plutôt élevée pendant la journée. Et le cortisol, il doit être bas en début de nuit et élevé en fin de nuit. C'est parce que l'horloge biologique est bien synchronisée aux 24 heures que ces rythmes-là s'expriment de cette manière-là. Ce qu'on a découvert depuis la découverte de l'horloge, alors c'est en 1970 chez le mammifère qu'on a découvert la localisation de l'horloge biologique. Et depuis ce temps-là, eh bien, on a pu identifier un ensemble de fonctions biologiques qui sont rythmiques. Et d'ailleurs maintenant on considère que quasiment toutes les fonctions sont rythmiques d'une manière ou d'une autre et qu'elles sont contrôlées par l'horloge biologique. Le sommeil, évidemment, donc c'est le premier que j'ai indiqué ici, est évidemment contrôlé par l'horloge. Le système nerveux autonome, la régulation du système cardiovasculaire est sous le contrôle de l'horloge. Les performances cognitives, l'humeur, l'activité motrice, la mémoire, les hormones, certaines hormones. Le cycle cellulaire, c'est quelque chose qui est intéressant parce que le rapport HAS dont Damien va parler tout à l'heure a bien mis en évidence l'augmentation de la prévalence de certains cancers dans le travail posté. On avait beaucoup de mal jusqu'à maintenant à savoir quelle était la cause mécanistique de cette augmentation de la prévalence de certains cancers. Et on a découvert, je crois que c'est 2002 ou 2003, que le système circadien, l'horloge biologique, contrôlait la division cellulaire. Et depuis, ce que les scientifiques ont mis en évidence, c'est que si on perturbe l'horloge biologique chez le rongeur, par exemple, eh bien, on va perturber la division cellulaire. Et si chez ce rongeur, on a administré un cancer,
eh bien, les rongeurs qu'on aura perturbés vont voir leur cancer proliférer, alors que ceux qu'on aura gardés dans un cycle lumière-obscurité très stable vont réussir à soigner leur cancer. Donc ça montre bien qu'il est extrêmement important d'avoir une horloge biologique bien synchronisée sur les 24 heures pour justement éviter des perturbations du cycle cellulaire. Donc ce qu'on considère à l'heure actuelle, c'est que l'horloge biologique est un chef d'orchestre et qu'elle permet aux fonctions biologiques d'être exprimées au bon moment. La nuit, la température doit être basse, la mélatonine élevée, le cortisol bas en début de nuit, la production urinaire basse, et parce qu'on a parce que ces fonctions sont exprimées de cette manière-là pendant la nuit, eh bien ce sera très favorable à l'installation du sommeil et au maintien du sommeil sur l'ensemble de la nuit. Le jour, eh bien ce sera l'inverse, la température va être élevée, la mélatonine sera absente, et le cortisol sera élevé en début de nuit, et puis va progressivement diminuer pendant la journée, en début de journée, pardon. Et donc, parce que ces rythmes et ces sécrétions hormonales sont exprimés de cette manière-là, eh bien, on va avoir une veille consolidée et de bonne qualité pendant toute la journée. Donc, le fonctionnement de l'organisme sera optimal quand l'horloge sera en phase, on dit synchronisée, avec la journée de 24 heures. Et la journée de 24 heures, c'est quoi? C'est évidemment le cycle lumière-obscurité et le cycle veille-sommeil. On aura des problèmes lorsqu'on va essayer de dormir à un mauvais moment interne, une mauvaise heure interne. Alors, je vous ai montré cette première image au tout début avec les 3 points principaux. Le premier point, c'est la période de l'horloge n'est pas exactement de 24 heures. Sa vitesse n'est pas exactement de 24 heures. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez peut-être déjà vu cette image ou entendu parler de l'expérience de Michel Siffre. Michel Siffre, c'était ce monsieur qui est descendu, un amateur de spéléologie, qui est descendu dans une grotte la première fois en 1962. Il y est retourné 2 autres fois, jusque dans les années 95. Et Michel Siffre, il a passé 62 jours dans une grotte dans les Alpes. Il avait du courage parce qu'il faisait 0 degré dans sa grotte. Et ce qu'il a voulu vivre, c'était ce qu'il a appelé une expérience hors du temps. Il est descendu dans cette grotte et il voulait vivre sa vie sans contrainte de temps. Donc il n'avait pas de montre. Il allait se coucher quand il avait sommeil et il se levait quand il était réveillé. Il avait comme seule contrainte l'idée de ne pas faire de sieste. Quand il allait se coucher, il disait « c'est pour ma nuit ». Et ce qu'il faisait, c'est qu'il téléphonait à la surface, il était en contact avec la surface, une équipe de gens qui suivaient son activité, téléphonait à la surface quand il allait se coucher et quand il se réveillait le matin, en tout cas en fin de sa nuit. Et regardez ce qui s'est passé. La première journée, il s'est couché vers 22 h et il s'est réveillé vers 8 h du matin. La deuxième journée, il s'est couché un petit peu plus tard. Troisième journée, il s'est couché un petit peu plus tard, etc. Quatrième journée, cinquième, sixième. Et on voit qu'au cours du temps, eh bien, ces horaires de coucher se sont progressivement décalés, se sont progressivement retardés. Alors, ce n'est pas un décalage extrêmement précis, ce n'est pas à la minute près, mais on voit qu'en moyenne, eh bien, le rythme veille-sommeil de Michel Siffre s'est retardé de 30 minutes. Il a pris 30 minutes de retard tous les jours en moyenne. Donc, de cette information-là, eh bien, déjà, on peut mesurer la vitesse endogène, la vitesse interne de l'horloge de Michel Siffre, qui est de 24 heures et 30 minutes. Et ça s'est produit comme ça parce que Michel Siffre était dans des conditions hors du temps, il n'avait aucune notion du temps, mais surtout parce qu'il n'était pas exposé à un cycle lumière-obscurité suffisamment puissant pour pouvoir synchroniser son horloge. Donc son horloge était là dans des conditions qu'on appelle de libre cours. Son horloge, elle a vécu sa propre vie, elle a exprimé le sommeil au moment qui lui était opportun. Alors on n'a pas tous une horloge de la vitesse de celle de Michel Siffre. La période endogène, la vitesse de l'horloge circadienne est proche, mais différente de 24 heures, et on voit que c'est une caractéristique individuelle. Ce qu'on voit sur ce graphique, c'est un histogramme qui a été établi à partir d'une population de 157 sujets qui a été collectée par Jean Duffy à Boston, et c'est un article qui a été publié il y a 2 ans. Elle a mesuré la période endogène, la vitesse de l'horloge de ces participants, qui étaient des sujets sains, entre 20 ans et 65 ans, et dans des conditions de laboratoire très proches des conditions de Michel Siffre, c'est-à-dire il n'avait pas de notion du temps, il y avait très peu de lumière, donc ça a permis à l'horloge de dériver à sa propre vitesse. Et ce qu'on voit sur cet histogramme, c'est que eh bien, la vitesse de l'horloge est comprise entre 23h30 et 24h30, et on a un pic aux alentours de 24.15, 24,15 après 24h10 à peu près. Donc la vitesse de l'horloge, ce n'est pas 25 heures comme on le croyait il y a encore une vingtaine d'années, à l'époque ou même une trentaine ou une quarantaine d'années, à l'époque où Jürgen Aschoff avait fait ses études dans les bunkers en Allemagne, mais c'est très proche de 24 heures, 24h10 en moyenne. Alors vous voyez qu'il y a des gens qui ont une horloge rapide,
23h30 et des individus qui ont une horloge lente. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quel lien entre cette vitesse de l'horloge et la vraie vie? Eh bien, comme Nicolas vous en parlera tout à l'heure, cette information-là, elle est très liée au chronotype. On appelle son profil vespéral ou son profil matinal. Les individus qui ont une horloge rapide sont généralement des couche-tôt. Les couche-tôt lève-tôt ont une horloge rapide. Et quelque part, c'est assez simple à imaginer. L'horloge va avoir une boucle qui va prendre à peu près 23h30, donc elle va avoir tendance à déclencher par exemple l'endormissement un peu plus tôt que chez quelqu'un qui a une horloge lente, avec une vitesse par exemple de 24h30 qui, elle, va déclencher le sommeil un peu plus tard. Donc les couche-tôt sont des individus qui ont une période courte, une horloge rapide, et les couche-tard sont des gens qui ont une horloge plutôt lente. L'horloge est synchronisée aux 24 heures par la lumière, ça c'est le deuxième point. Évidemment, pour corriger cette période interne qui est différente de 24 heures, eh bien, l'horloge doit être resynchronisée. Sa synchronisation s'effectue par la lumière. On pensait il y a très peu de temps, jusqu'en 2002, on pensait que l'effet de la lumière sur l'horloge passait par les cônes et les bâtonnets, parce qu'on pensait qu'on n'avait que des cônes et des bâtonnets dans la rétine. Eh bien, c'est pas le cas. Il s'avère qu'il existe un autre photorécepteur très différent, et ce photorécepteur s'appelle les cellules ganglionnaires à mélanopsine, des cellules qui ont été découvertes en 2002. Et ça a surpris tout le monde parce qu'on pensait depuis 100 ans qu'on avait des cônes et des bâtonnets dans la rétine, que l'œil ne servait qu'à voir. Et en 2002, quand ce photorécepteur a été découvert, eh bien on s'est dit, voilà, l'œil ne sert pas qu'à voir, mais il a d'autres fonctions. Et entre autres, la régulation de l'horloge biologique, la synchronisation de l'horloge biologique aux 24 heures. Et ces cellules, eh bien, au lieu d'être connectées aux structures visuelles comme les cônes et les bâtonnets, ces cellules sont connectées via des voies qu'on appelle non visuelles maintenant, sont connectés à l'horloge, au noyau suprachiasmatique, mais on le verra aussi tout à l'heure, à un ensemble d'autres structures dans le cerveau. Et c'est par ce mécanisme-là que l'horloge est remise à l'heure. Alors, la synchronisation, la remise à l'heure s'effectue par la lumière. L'efficacité de la lumière va dépendre de plusieurs choses, de l'intensité lumineuse. Plus l'intensité est élevée, et plus on aura un effet sur l'horloge. Va dépendre de la durée de l'exposition. Plus la durée est longue, évidemment, plus l'horloge va être remise à l'heure. Ça va dépendre de l'heure d'exposition, on va y revenir juste après, et ça va dépendre aussi de la longueur d'onde lumineuse, de la couleur, le spectre de la lumière auquel on est exposé va avoir une influence. Alors, ça, cette courbe illustre le profil de mélatonine chez quelqu'un qui est bien synchronisé aux 24 heures. Ce serait par exemple un travailleur de jour et non pas un travailleur posté. Sa mélatonine est bien sécrétée pendant la nuit, elle démarre en moyenne 2 heures avant le coucher et elle se termine à peu près 2 heures après le réveil. Maintenant, ce profil bleu, cette courbe bleue, ce serait la courbe de mélatonine qu'on observerait chez quelqu'un qu'on aurait exposé à de la lumière avant le coucher. Une lumière de forte intensité, en début de nuit, va provoquer un retard de l'horloge. Donc le jour suivant, après cette exposition à la lumière, voilà ce qui va se passer. On aura un retard de l'horloge d'une demi-heure, d'une heure, 2 heures ou de 3 heures, selon l'intensité et la durée à laquelle la personne aurait été exposée à la lumière. Et puis cette courbe-là, c'est la courbe qu'on observerait chez quelqu'un qui aurait été exposé à la lumière intense le matin, en fin de nuit ou bien le matin. On observerait une avance de l'horloge et une avance du profil de sécrétion de mélatonine, avance de l'endormissement. Donc vous voyez que la lumière a des effets qui sont différents selon l'heure à laquelle on l'aperçoit, et c'est par ces mécanismes-là eh bien, que l'horloge va être remise à l'heure. Chez quelqu'un qui a une horloge très lente, qui par exemple a une vitesse de 24 heures et 30 minutes, il faut que l'horloge soit avancée de 30 minutes tous les jours. Eh bien, c'est en partie cette lumière matinale qui va avancer l'horloge chez cet individu-là. Chez quelqu'un qui a une horloge rapide, qui est un couche-tôt lève-tôt, eh bien, c'est la lumière qui sera perçue le soir qui va favoriser le retard de l'horloge. Donc, on n'a pas tous les mêmes besoins. L'effet est dépendant de l'intensité de la lumière, c'est ce que je vous ai dit. Ça, c'était une étude qui avait été publiée dans les années 2000, qui a montré qu'en dessous de 10 lux de lumière, alors un lux, la définition du lux, c'est une bougie à 1 mètre de l'œil dans le noir. Ça vous donne une petite idée de la lumière. À l'extérieur, quand le soleil se lève, c'est à peu près 10 000 lux, et à midi, en été, on a jusqu'à 100 000 lux, pour vous donner une idée. Donc 10 lux, c'est une lumière de faible intensité, ce serait une petite lampe de chevet, par exemple à 1,50 m du lit. Il y a relativement peu d'effet sur l'horloge. Entre 10 lux et 600 lux, on a un effet qui va croître avec l'intensité, et au-delà de 600 lux, on aura ce qu'on appelle une saturation. Pour ce type d'expérience, c'était 6h30 d'exposition à la lumière. Donc on a une saturation. Si on a une exposition à la lumière qui est plus courte, par exemple comme dans le cas d'une luminothérapie ou une photothérapie de la dépression saisonnière ou des troubles des rythmes du sommeil,
qui est généralement beaucoup plus courte que 6 heures d'exposition, eh bien là, les niveaux de saturation ne seront pas les mêmes. C'est pour ça qu'on conseille encore entre 5000 et 10 000 lux d'exposition à la lumière pour des durées courtes, parce que les niveaux de saturation ne sont évidemment pas les mêmes pour des durées plus courtes. Je vous ai dit que l'effet dépendait de la caractéristique lumineuse, du spectre lumineux. Ce qu'on sait, c'est que ces cellules ganglionnaires à mélanopsine n'ont pas la même sensibilité que nos cônes et nos bâtonnets. Vous savez que dans notre rétine, on a, chez le primate, on a une rétine qui est trichromatique, qui perçoit le bleu via des photorécepteurs sensibles au bleu. On a des photorécepteurs sensibles au vert et des photorécepteurs sensibles au rouge. Eh bien, les cellules ganglionnaires à mélanopsine qui vont aller activer notre horloge, eh bien, elles sont sensibles dans le bleu et ont un pic qui est à 480 nanomètres. C'est un joli bleu azur. Et donc, ces cellules ganglionnaires à mélanopsine, vous voyez qu'elles ont une sensibilité qui est différente. Et de ce fait, on dit maintenant qu'on a deux sensibilités au niveau de la rétine. Une sensibilité qui est visuelle et qui a un pic qui culmine à 555 nanomètres. C'est une lumière jaune. C'est la lumière du soleil qui a ce pic vers 500 nanomètres. C'est la sensibilité visuelle qu'on dit photopic. Et on a un pic de sensibilité qui est non visuel, qui lui est à 480 nanomètres. Donc vous voyez que pour concilier les deux fonctions de l'œil, il faut des lumières qui soient aussi bien riches en bleu qu'en vert, qu'en jaune-vert. Et au contraire, des lumières qui sont très enrichies en bleu, on en voit dans le commerce par exemple, en ce moment, des lampes de photothérapie bleues, elles sont très ciblées pour activer les cellules ganglionnaires à mélanopsine, très efficaces sur l'horloge, par contre très mauvaises pour la vision. La vision des couleurs sera complètement altérée par ces lumières-là, donc ça va poser un problème. De la même manière, on voit les LED qu'on voit apparaître maintenant dans nos maisons, même sur les phares de certaines voitures. Ces LED comportent un pic dans le bleu. Elles vont avoir beaucoup d'impact sur l'horloge, vont pouvoir éventuellement poser des problèmes éventuellement le soir, vont retarder l'endormissement parce qu'elles vont beaucoup activer l'horloge. En revanche, elles ne seront pas forcément très optimales pour la vision. On va altérer par exemple la vision des contrastes ou la vision des couleurs. Alors qu'est-ce que c'est que des rythmes circadiens exprimés au bon moment? Et pourquoi est-ce qu'en ce moment, certains ont les yeux qui clignotent? Eh bien, je vous l'ai dit, l'horloge est directement connectée à un ensemble de structures et va être responsable de notre physiologie. Ça, c'est une courbe qui montre le rythme circadien de la latence d'endormissement. Si on prend dans cette salle des gens qu'on va faire dormir, par exemple, on va mettre au lit à 16 heures, ou bien qu'on va mettre au lit un autre groupe qu'on mettrait au lit à 2 heures du matin, un autre groupe qu'on mettrait au lit en ce moment, eh bien, qu'est-ce qu'on verrait? Eh bien, on verrait que ceux qui se mettent au lit vers 16 heures, ils ont une latence d'endormissement qui est longue. Il faut à peu près 15 minutes pour s'endormir quand on se couche vers 16-18 heures. En revanche, si on se couche maintenant, eh bien, la pression de sommeil est forte et la latence d'endormissement va être très très courte. Le système circadien, en ce moment, il cherche à promouvoir le sommeil et donc la latence va être très courte. En 5-6 minutes, la plupart d'entre nous vont s'endormir en ce moment. L'efficacité du sommeil. Alors l'efficacité du sommeil, elle culmine aux heures habituelles du coucher. Quand on s'endort entre, on va dire, 22 heures et 4, 5, 6 heures du matin, eh bien l'efficacité du sommeil est très importante parce qu'on va s'endormir pendant notre nuit biologique. Donc ce sera évidemment très optimal. Ça, c'est le contrôle circadien de nos sécrétions hormonales. Alors ici, évidemment, ce n'est pas une sécrétion hormonale, c'est la température corporelle. Là, on est à peu près en ce moment au moment du minimum de température. La mélatonine est encore très élevée. Elle a culminé il y a quelques heures pour certains d'entre nous. Elle n'a pas encore atteint son pic pour les couches tard, lève tard. Le cortisol commence sa sécrétion. Il est en train d'osciller en ce moment. Il va culminer au moment du réveil habituel, qui pour certains est dans 1 heure, pour d'autres dans 2 heures. Pour d'autres, c'est passé déjà. La production urinaire. Alors là, elle va commencer à augmenter. Donc on va commencer à voir des gens sortir pour aller faire pipi, parce que la production urinaire est sous contrôle circadien. Le fait qu'on ne produise pas d'urine pendant la nuit, ça n'est pas parce qu'on dort. C'est parce que le système circadien promeut le sommeil pendant la nuit et aussi inhibe la production urinaire. Les gens qui nous disent « j'ai mal dormi parce que je suis beaucoup allé faire pipi », c'est pas vrai, on est allé faire pipi parce qu'on était éveillé. La TSH, elle culmine pendant la nuit. L'hormone de croissance, elle est pas contrôlée par le système circadien. C'est principalement le sommeil qui va la contrôler. Donc, en ce moment, il y a des oscillations d'hormones de croissance chez tout le monde. Prolactine, c'est pas très circadien, donc il n'y a pas de prolactine en ce moment parce qu'on est éveillé. Ça, c'est les performances cognitives. Alors ça, c'est directement avec le test d'Eric. Performance cognitive, alors on verra ça dans les résultats tout à l'heure. Performance cognitive et la vigilance. En vert, c'est la période pendant laquelle on est habituellement éveillé. Si on regarde ici
je vois même pas, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, performance au test d'addition. On voit que les performances au test d'addition sont globalement élevées pendant toute la journée, et puis elles chutent pendant la nuit, et elles sont minimales quand... Ah, ben c'est en ce moment qu'elles sont minimales, les performances cognitives. Donc ne prenez pas de décision en ce moment, ça ne serait pas une bonne idée, pas de décision majeure. Évidemment, ça pose un gros problème chez les travailleurs de nuit, évidemment, parce que si leur horloge n'est pas bien calée aux 24 heures, eh bien les décisions qui seront prises à ce moment-là vont éventuellement être de mauvaises décisions. Performance en termes de... les niveaux de vigilance qu'on estime, est-ce qu'on est vigilant, est-ce qu'on est plutôt somnolent? Eh bien en ce moment, vers 4-5 heures du matin, qu'est-ce qu'on voit? C'est à ce moment-là que les niveaux de vigilance sont les plus bas. Si on demande êtes-vous motivé par ce que vous êtes en train de faire, eh bien en ce moment, eh bien, le niveau de motivation est plutôt faible. Donc la nuit, évidemment, on n'est pas fait pour opérer, pour prendre des décisions et pour travailler. C'est tout le contraire qui devrait se produire. Pendant la nuit, on est fait pour dormir. Alors quel est le problème chez le travailleur posté? Eh bien, le problème chez le travailleur posté, eh bien, c'est le suivant. Évidemment, j'ai laissé ce titre en anglais, travailler à un moment de temps, au moment où l'horloge circadienne n'est pas bien en phase, c'est-à-dire ne cherche pas à promouvoir l'éveil, et ça conduit à des modifications de la vigilance. On est fatigué, évidemment, quand on fait du travail de nuit, mais évidemment, il peut y avoir d'autres conséquences. Ah, là, il était censé apparaître une image. Ah, voilà. Ça peut conduire évidemment à ça. Vous avez tous entendu parler de ces grandes catastrophes qui ont eu lieu la nuit. Ça, c'est l'explosion de la centrale nucléaire Three Mile Island aux États-Unis. Le processus qui a conduit à l'explosion de la centrale a démarré à 4 heures. La personne qui était censée appuyer sur le bouton rouge, j'imagine qu'il est rouge, on a toujours tendance à dire ça, eh bien visiblement a oublié de presser sur le bouton qui aurait pu éviter la catastrophe et l'emballement. Ça, c'était 4 heures du matin. Et ça, c'est Tchernobyl. Les archives font penser qu'à partir de 1h20, c'est à 1h23 que l'erreur a été commise et ça a conduit à la catastrophe qu'on connaît. Il y a évidemment un ensemble d'autres troubles. Alors Damien va y revenir tout à l'heure, donc je ne vais pas insister. Peut-être Alain aussi, c'est les conséquences du travail posté ont été bien identifiées dans le rapport de la Haute Autorité de Santé qu'a dirigé Damien. On note un ensemble d'altérations physiologiques chez le travailleur posté, travailleur de nuit en particulier, des troubles des rythmes hormonaux, rythmes de température qui sont altérés, des troubles au niveau du cerveau. On a évidemment une altération de la qualité du sommeil. On a aussi, alors c'était une étude chez le personnel volant, j'ai oublié la compagnie, je crois que c'est une compagnie américaine, où ils ont observé chez les personnels volants une réduction du volume cérébral. Alors l'étude n'a pas été reproduite, mais évidemment ça fait un peu peur. On ne va pas dire la compagnie. Je crois que c'était une compagnie américaine. Hein. On n'aurait pas ça chez Air France en tout cas, évidemment. On a des troubles gastro-intestinaux que les travailleurs de nuit connaissent bien évidemment. Augmentation de la prévalence de certains cancers, comme on l'a dit, et Damien va y revenir, j'imagine. Altération au niveau de la sphère reproductive, on a chez des poids à la naissance plus faibles, prématurité qui est plus élevée chez la femme qui effectue le travail de nuit. Troubles cardiovasculaires, et puis on a des altérations au niveau de la santé mentale, et Alain va peut-être l'évoquer chez le travailleur de nuit. Quel est le problème chez le travailleur de nuit? Pourquoi finalement il y a un problème chez le travailleur de nuit? Alors, vous avez vu, l'horloge contrôle l'expression de la plupart de nos rythmes. Pourquoi est-ce que les rythmes sont perturbés chez le travailleur de nuit? Il est exposé à de la lumière dans son poste de travail la nuit, il a relativement peu de lumière quand il dort, donc on pourrait imaginer que l'horloge va finalement se synchroniser, elle est faite pour être remise à l'heure, cette horloge. Pourquoi est-ce qu'elle n'y arrive pas? Mais principalement parce que, contrairement à quelqu'un qui, ici en bas, va effectuer un poste de travail de jour, eh bien, il va être exposé à de la lumière pendant son poste de travail, très peu de lumière pendant la nuit, évidemment, de la lumière pendant la journée suivante, peu de lumière pendant la nuit. Le travailleur de jour, lui, est exposé à une cyclicité de l'exposition à la lumière qui est très stable. On a un cycle lumière-obscurité qui est très stable, et ça va permettre la synchronisation de l'horloge biologique au travail de jour. Chez quelqu'un qui fait des postes de nuit, ici, 2 postes de nuit, puis il est en poste off, il est en pause pendant plusieurs jours, et à nouveau il fait de la nuit. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a perdu cette rythmicité de l'exposition à la lumière. La personne qui fait du travail de nuit, eh bien évidemment, elle est exposée à un peu plus de lumière que quelqu'un qui dort. Pendant la journée, cette personne va dormir, mais le problème de ce sommeil de jour, c'est qu'il va prendre place généralement dans des niveaux de lumière qui sont trop importants. Donc on va complètement perdre la rythmicité, lumière-obscurité qu'on a généralement chez le travailleur de jour. Chez quelqu'un ici qui est en pause pendant 2 jours, qui va faire 2 postes de jour,
puis du travail de nuit, donc ça ce serait quelqu'un qui ferait du travail posté, qui éventuellement ferait les 3-8, eh bien on a aussi une altération de la rythmicité. Et là encore, chez quelqu'un qui fait des jours, du nuit, de la nuit, il est en pause, puis de la nuit, on voit qu'on a complètement perturbé la rythmicité, lumière-obscurité. Donc la principale cause, l'une des principales causes, et on pense que c'est sans doute la principale cause de la non-synchronisation de l'horloge biologique au poste de travail de nuit ou au travail posté, c'est parce que la rythmicité lumière-obscurité n'est pas garantie, n'est pas stable. Alors ça, c'est une étude qui a été faite par Marie Dumont, une collègue de Montréal, qui s'est intéressée au travail de nuit stable. La question était, alors la problématique était, chez les individus qui font uniquement du travail de nuit, pourquoi est-ce que l'horloge biologique ne se synchronise pas à ce poste-là? On peut imaginer qu'elle va se synchroniser. Donc elle a suivi des infirmières qui faisaient du travail de nuit depuis 2 à 20 ans, uniquement du travail de nuit. Elle a mesuré le métabolite de la mélatonine. Le métabolite dans l'urine, c'est la 6-sulfatoxymélatonine. Et elle a mesuré chez les infirmières qui sont venues au laboratoire. Elle avait ces 30 infirmières. Donc chaque barre noire représente les niveaux de mélatonine qui ont été mesurés chez cette infirmière, chez les 30 infirmières. Vous voyez que chez cette première infirmière, la mélatonine est sécrétée entre 16 h et environ 5 h du matin. Ça, c'est une infirmière qui fait du travail de nuit. Elle travaille pendant la nuit et elle rentre à la maison pour dormir. Sa mélatonine est sécrétée à partir de 16 h jusqu'à 5 h du matin. Chez toutes ces infirmières-là, vous voyez que la mélatonine est sécrétée de nuit, comme nous, comme les gens qui font du travail de jour. La mélatonine n'est pas sécrétée pendant le sommeil comme elle devrait l'être. Chez ces quelques infirmières-là, eh bien, la mélatonine est sécrétée au bon moment, elle est sécrétée pendant le sommeil et pas pendant le poste de travail. Donc qu'est-ce qu'on voit en résumé? Chez ces 30 infirmières, 73 infirmières ne sont pas décalées. Leur mélatonine est sécrétée comme quelqu'un qui ferait du travail de jour. Donc ça explique en grande partie le problème de sommeil et le problème de vigilance pendant le poste de travail. Chez ces 16 infirmières, eh bien, la mélatonine est bien synchronisée. Et chez 10 infirmières, la mélatonine est au contraire avancée. Donc on voit que chez seulement 16% de ces infirmières qui ne font que du travail de nuit, l'horloge est bien synchronisée au travail de nuit. Donc l'idée selon laquelle l'horloge est bien synchronisée chez les travailleurs qui ne font que du travail de nuit, elle est fausse, ça ne marche pas. Le travail de nuit ne permet pas la bonne synchronisation de l'horloge chez la majorité des gens qui font du travail de nuit. Donc que dire de ceux qui ne font pas du travail de nuit mais qui font des postes? Eh bien c'est la même situation, l'horloge biologique n'est pas synchronisée dans des conditions de travail posté chez la plupart des individus, même après des années de travail de nuit. Donc là encore aussi l'idée selon laquelle l'horloge va finir par s'adapter, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, elle va bien finir par s'adapter, eh bien non, elle ne s'adapte pas au travail de nuit chez la plupart des individus. Et c'est sans doute une des raisons, ça avait été évoqué dans le rapport de la HAS, qui explique que un certain nombre de troubles augmentent après une certaine durée d'exposition au travail de nuit. Il y a un effet, semble-t-il, cumulatif pour un certain nombre de pathologies. Alors conclusion, et j'ai rajouté bientôt fini évidemment, la désynchronisation de l'horloge biologique est impliquée dans les troubles du travail posté et du travail de nuit. Elle est principalement liée à des cycles lumière-obscurité qui sont inadaptés. Les recommandations actuelles, et Damien va peut-être en parler, sont d'augmenter la vigilance durant le poste de travail et d'optimiser le sommeil durant le jour. Alors comment on s'y prend? Eh bien la combinaison lumière en début de poste sera favorable, elle va augmenter la vigilance, la lumière a cet effet qui va augmenter la vigilance, elle va permettre aussi de retarder l'horloge. Le port de lunettes de soleil éventuellement après le poste pour ceux qui vont rentrer à la maison, éviter cette exposition accrue à la lumière le matin au retour du poste va pouvoir être favorable dans certains cas. Et puis sommeil à l'obscurité sera très important, c'est de l'obscurité qui doit être encouragée pendant le sommeil, ce n'est pas un rideau semi-occultant ou qui occulte très très mal. Éventuellement la sieste avant ou durant le poste si nécessaire. Ça, ce sont les approches qui sont à recommander. Alors j'avais indiqué surtout dans les postes critiques à haut niveau de vigilance requis dans les hôpitaux, pour les militaires et les centrales nucléaires. En fait non, c'est pour tous. Évidemment, il faut chercher à optimiser le sommeil de cette manière-là. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Merci. Merci. Donc, on remercie Claude Gronfier qui est tout à fait à l'heure, ce qui est le comble pour un chronobiologiste évidemment. Et donc évidemment, donc c'est ouvert aux questions, comme tout à l'heure, réclamer à corps et à cri les micros qui vont vous être proposés.
Bonjour, j'ai plusieurs questions. La première, là, dans l'étude que vous venez de montrer sur les infirmières, on ne sait pas, vous avez dit qu'il y avait une ancienneté au travail de nuit de 2 à 20 ans. On ne sait pas, en fait, si les 16% qui sont bien synchronisées sont celles qui sont au bout des 20 ans ou si ce sont celles qui sont... Voilà, on ne sait pas du tout dans l'étude où elles se situent. Alors, on ne le sait pas sur cette figure, mais on le sait quand on lit l'étude. Et celles qui sont bien synchronisées ne sont pas celles qui ont le plus d'expérience. Il s'avère que ce sont les plus jeunes qui sont les mieux synchronisées. D'accord. Et ensuite, la deuxième question, c'est par rapport à la prise, ou non d'ailleurs, de mélatonine pour traiter le jet lag, puisque certains pilotes sont assez, ou personnels navigants sont assez demandeurs de ça. Je ne vois pas bien le mécanisme. Alors, je crois qu'on aura tous notre avis sur la mélatonine, si on demande à Alain, Damien et Sylvie, et Eric et d'autres. Le principe par lequel fonctionne la mélatonine repose sur la présence de récepteurs à mélatonine sur le noyau suprachiasmatique. L'horloge possède des récepteurs à mélatonine. Quand on administre la mélatonine, on va inhiber l'activité, on va stopper l'activité du noyau suprachiasmatique. C'est un inhibiteur de l'activité du noyau suprachiasmatique. Qu'est-ce qui se produit quand on administre la mélatonine le soir avant le coucher? On va avancer l'horloge. Si on la prend le matin au réveil, on aura globalement assez peu d'effet. Un certain nombre d'études montrent qu'il n'y a pas d'effet, en réalité, de la mélatonine le matin, chez les gens qui sont synchronisés. Donc l'intérêt de la mélatonine, ce sera dans l'avance, pour essayer d'avancer l'horloge. Et on recommande, ou un certain nombre recommande, de prendre la mélatonine pour les individus qui font des voyages vers l'Est. C'est-à-dire quand on va vers l'Est, eh bien, on va se coucher plus tôt. Et pour se coucher plus tôt, et pour s'endormir plus tôt, il faut avancer l'horloge. Donc dans ce cas-là, ce sera l'intérêt de la mélatonine. Elle va éventuellement conduire à une avance de l'horloge. Par exemple, quand on revient des États-Unis pour ceux qui font des voyages transatlantiques, là, il y aura un intérêt au retour, pas à l'aller, ça ne servira à rien. Éventuellement pour favoriser l'endormissement dans l'avion pour ceux qui ont envie de dormir, mais ça ne va pas retarder l'horloge, ce qui est nécessaire quand on va vers l'ouest. Donc ça, c'est le principe par lequel ça fonctionne. Maintenant, dans le travail posté, dans le rapport, Damien, il n'y avait pas eu de recommandation pour la prise de mélatonine. La difficulté, évidemment, dans le travail posté, dès lors qu'il y a des horaires variables, c'est que, et c'est une des complexités du travail à horaire posté versus le travail à horaire fixe de nuit, par exemple, c'est que l'horloge, elle est en perpétuel mouvement parce que les postes sont en perpétuel mouvement. Et la question qu'on se pose tous, et il n'y a pas vraiment encore de réponse complètement consensuelle là-dessus, c'est est-ce qu'il faut chercher à toujours synchroniser l'horloge, sachant qu'on n'y arrivera pas, ou bien est-ce qu'il faut chercher à optimiser le poste de travail et à favoriser un bon sommeil au retour? Et si la réponse est ça, alors peut-être bien qu'une horloge qui est dans un état un petit peu intermédiaire entre le travail, par exemple, de nuit, et la vie sociale de jour, qui est la vie sociale, qui est la vie que vont avoir les travailleurs pendant le week-end ou en pause en tout cas, eh bien ça c'est sans doute une réponse optimale. On est plusieurs à penser que c'est sans doute une réponse optimale. On ne parviendra de toute façon pas à synchroniser complètement l'horloge à un poste de travail qui serait justement instable et rotatif. Damien, tu voulais intervenir? Oui, deux éléments en plus à la discussion, parce que moi j'adhère complètement bien sûr avec tout ce que dit Claude, en particulier sur ce plan-là. Mais un premier élément, c'est qu'on n'a pas en Europe de mélatonine qui ait eu l'indication pour le travail de nuit, travail posté, de manière consensuelle par les agences de médicaments. Donc, ce qui veut dire que tout ce qu'on pourrait donner comme mélatonine n'est pas dénué éventuellement d'effets secondaires. C'est pas contrôlé de manière extrêmement précise. Alors il y a une mélatonine actuellement, le circadin, qui a reçu l'autorisation de mise sur le marché, mais pour une indication très précise qui est l'insomnie des sujets de plus de 55 ans. Donc pas du tout. Bon, d'accord. Donc pour l'insomnie des sujets âgés, voilà. Alors donc c'est pas du tout l'indication de travail posté. Deuxièmement, il n'y a pas beaucoup d'études qui montrent que donner de la mélatonine chez les travailleurs postés dans des longues périodes soit efficace. Autant dans des courtes périodes ça marche, c'est comme pour le jet lag,
si on fait passer d'un cycle à l'autre et qu'on donne la mélatonine pour changer. Bon, alors donc ça c'est efficace, mais pour une période limitée pour changer de cycle. Mais par contre, donner de la mélatonine sur le long terme pour passer d'un cycle à l'autre du travail posté, il y a, à ma connaissance, pas d'études qui montrent que c'est efficace. Voilà. Bonjour. J'avais une question. Vous avez parlé des effets indésirables par rapport au travail de nuit. Est-ce qu'il y a des effets positifs? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à travailler, être un peu déréglé comme ça ou pas? Ah, ça c'est une question à tous, hein, qui veut répondre? Je me défausse hein, sur mes... un point positif du travail posté. Alors, on ne va pas parler du salaire, on ne va pas parler du temps libre. Damien, tu veux intervenir? Pour une infirmière, par exemple, le travail de nuit, c'est un choix. La plupart du temps, c'est un choix parce que c'est un travail plus calme, plus zen, entre guillemets. Je pense qu'une des qualités que les gens reconnaissent au travail de nuit, c'est d'avoir une certaine indépendance peut-être par rapport à la hiérarchie. Hein. C'est-à-dire qu'il y a moins de hiérarchie la nuit que dans la journée, donc c'est moins pesant, on a une capacité d'autonomie qui est plus grande, et c'est peut-être ça une des qualités que les gens reconnaissent. Également, parfois, ça dépend, vous évoquiez les infirmières, on sait que dans certains groupes, dans les hôpitaux, la nuit, etc., une ambiance qui peut être un peu plus chaleureuse que dans la journée, les gens se connaissent mieux, voilà. Et donc il y a ces côtés-là positifs, et puis il y a des gens qui sont franchement de nuit, hein, on les connaît, il y a des gens qui sont très décalés de nuit, qui doivent avoir leur horloge avec une période très importante et qui se sentent bien vraiment la nuit. Bon, ça arrive, hein, mais c'est ça que je vois éventuellement comme qualité. Oui. C'est drôle, cette question, elle me fait penser à cette histoire du fou qui se tape sur la tête avec un marteau et quelqu'un lui dit « Pourquoi tu te tapes sur la tête avec un marteau ?» Et il répond bah, « Parce que ça fait du bien quand j'arrête. » Est-ce qu'il y a du positif dans le travail posté? Oui, il y en a sûrement, mais pas des masses. Hein. On a vu, hein, l'horloge, elle n'est pas faite pour promouvoir le travail posté. Elle est vraiment faite pour promouvoir le travail de jour et le sommeil de nuit. Bonjour. D'abord, je m'excuse pour mon niveau de français parce que je suis élève étrangère du NAC. Et merci si vous pouvez me répondre plus lentement. J'ai une question. Est-ce qu'il y a des différences de sécrétion de mélatonine entre les gens qui font sieste et les gens qui ne font pas? Parce que personnellement, je viens de la Chine, du Nord Chine, où les gens font sieste, mais du Sud Chine, les gens ne font pas. Et ici en France, il n'y a pas de le temps dans mon emploi du temps pour le sieste que je ne peux pas s'habituer. Et j'ai trouvé en Espagne, les gens font sieste. Premièrement, j'ai une question. Ma question, est-ce qu'il y a différence de sécrétion de mélatonine? Autrement dit, c'est à cause de physiquement, biotique ou les différences culturelles. Parce que c'est contraire. En Chine, les gens au sud ne font pas sieste. Et en Europe, les gens au nord, la France, vous Français ne font pas sieste. Je suis curieuse sur les causes. Merci. Merci pour votre question, elle est très claire. Alors, la réponse, est-ce qu'il y a des différences de sécrétion de mélatonine? À ma connaissance, personne ne s'est jamais intéressé à regarder le lien entre mélatonine et sieste. Ni même, et je me trompe, donc si quelqu'un a la notion d'une étude qui me corrige, mais j'ai pas vu non plus d'études qui se sont intéressées à l'allure de la courbe de mélatonine en fonction de la latitude. Ce qu'on sait, c'est que eh bien en fonction de la photopériode, c'est-à-dire qu'en fonction de la durée du jour,
on a un élargissement de la sécrétion de mélatonine, c'est-à-dire que le pic va être de plus en plus large à l'approche de l'hiver, et puis va se réduire pendant l'été. Donc on sait qu'il y a une évolution de la largeur du pic de mélatonine en fonction de la photopériode. Et ça, c'est assez logique, ça a été montré en laboratoire, ça a été mesuré dans des conditions de la vie réelle. Par contre, le lien avec la sieste, non, j'ai pas connaissance de relation entre sieste et mélatonine. Est-ce que les siesteurs ont de la sécrétion de mélatonine un petit peu différente? J'ai pas de notion de ça. On pense, je crois, évidemment qu'il y a un lien très fort avec la culture, comme vous le dites. Mais pour ce qui est de la mélatonine, non, je vois pas d'éléments. C'est une bonne question. On va prendre encore une question pour rester dans le timing. Alors j'ai une question. Vous nous dites que l'horloge biologique ne se synchronise pas, même sur le long terme. Du coup, en termes de conseils pour l'entreprise, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a un rythme préférentiel? On va dire souvent, on se dit, voilà, est-ce qu'il faut tourner sur des postes toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort sur un rythme finalement qui soit mieux que notre, même si du coup, voilà, il n'y a pas de rythme parfait? Oui. Alain, tu disais, tu avais une réponse? J'ai une raison, il faut éviter de travailler au maximum, de jour comme de nuit. Mais bon, ça réglerait. Mais bon, ça c'est... Alors en fait, ça c'est une question qui est compliquée, évidemment, parce que selon ce qu'on va regarder, selon le symptôme qu'on va observer, eh bien on n'aura pas forcément le pattern, le profil idéal ne sera pas forcément le même. Pour le sommeil, Damien, qu'est-ce qui avait été recommandé dans le rapport de l'HAS? C'était des rotations de type 4-5 jours, 3-4 jours, plutôt rapides. Voilà. Alors, Damien dit des rotations intermédiaires. Voilà, prends un micro. Désolé, j'étais un peu coincé derrière ma chaise, là. Donc, non, ce qui est recommandé, c'est des rotations plutôt intermédiaires, c'est-à-dire 4 à 5 jours, avec des pauses de 2 à 3 jours, bien sûr dans le sens horaire, hein, parce que beaucoup d'entreprises tournent encore dans le sens anti-horaire. C'est-à-dire, horaire, ça veut dire on fait matin, après-midi, soir, et non pas l'inverse. Donc ça, c'est recommandé. Et il y a également des recommandations vis-à-vis des heures de début de poste, c'est-à-dire que ce matin, par exemple, ça n'était pas recommandé de se lever à 5 heures. Normalement, puisqu'entre 2 et 5 heures, c'est là où les horaires de sommeil sont les meilleurs. Donc on recommence plutôt, Eric, de débuter à 6 heures. Les horaires de travail, plutôt qu'à 5 heures. Oui, plutôt à 6 heures. Voilà. RTT la prochaine ouais. fois. On sera RTT. Voilà. Donc si vous avez 2 postes à changer, il ne faut pas les changer entre 2 et 5 heures, parce que sinon ça fait 2 populations qui sont pénalisées. Et puis après, donc, les postes fixes peuvent être quelquefois les mieux tolérés, en particulier le poste fixe de nuit, mais à condition que ça puisse se faire sur une période relativement limitée. Je réponds à votre question. Alors, je vais juste rajouter un point, parce que quand j'ai dit que c'est le point complexe, ça c'était la recommandation donc, dans le rapport qui était faite sur le sommeil. C'est meilleur, c'est mieux pour le sommeil est moins perturbé quand il y a ce type de rotation-là, dans le sens horaire, et des rotations intermédiaires 3-4 jours. Si on regarde d'autres paramètres, si on regarde certaines hormones par exemple, eh bien, les rotations plus longues sont éventuellement plus favorables. Le problème c'est qu'il y a peu d'études. Donc, on est encore, il n'y a pas un véritable consensus international à l'heure actuelle là-dessus. Et puis ce que les études montrent aussi, c'est que pour certains individus, eh bien, il se trouve que le sens anti-horaire sera plutôt favorable. Il y a quelques études en Allemagne qui sortent là à partir de populations un peu plus élevées que les anciennes études, où on a 100 à 150 personnes qui sont suivies. Et Alain va en parler tout à l'heure, les individus qui sont qualifiés d'ayant un chronotype matinal, qui sont plutôt des couches tôt, lève tôt, eh bien, ont tendance à préférer, pas toujours, mais ont tendance à préférer un sens anti-horaire. Donc il n'y a pas de consensus encore à ce niveau-là international, mais pour le sommeil, c'est effectivement, comme Damien l'a dit, c'est plutôt des rotations courtes dans le sens horaire.